Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de cinéma français parce que oui, il y a eu les nominations pour les Césars 2020 qui donc vont me permettre de revenir sur l'année 2020 pour le cinéma français. Une année évidemment particulière à cause du Covid, mais pour le cinéma français finalement on a eu énormément de films qui sont quand même sortis, à la différence des films américains qui pour le coup ont tous été décalés, pas tous mais une grande majorité, surtout les plus attendus. Voilà, en France on a eu quelques décalages importants, c'est vrai que Kaamelott n'est pas sorti, il y a eu d'autres films comme ça qui ne sont pas sortis, surtout les films en fait qui devaient sortir après octobre, mais mine de rien, tous les films du début de l'année sont sortis, et donc on a eu pas mal de choses, donc on va pas tergiverser plus longtemps, on va prendre la liste des nominations, et je vais donner un peu mon avis, ce que j'ai pensé de tous ces films, parce que j'en ai vu une grande majorité. Le film qui a le plus de nominations au César, c'est Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, d'Emmanuel Mouret. Alors pour le coup, j'en ai parlé dans mon top 2020, parce que c'est un film que j'ai énormément aimé. Emmanuel Mouret, c'est un réalisateur que j'aime énormément. Je trouve que là, il a vraiment réussi à nous proposer un film qui lui correspond totalement, et qui est assez riche, où il a parfaitement aligné les planètes, quoi, des très bons comédiens, des beaux décors, des beaux costumes, une belle osmose avec tout ça, un très bon scénario, et donc ça fait un film qui est finalement très très bon sur son ensemble, ce qui fait qu'il a logiquement 13 nominations, c'est énorme, 13 nominations. Voilà, après les Césars c'est un peu bidon, c'est les gens qui votent, il n'y a pas cette espèce de truc comme aux Oscars, où chaque catégorie vote pour les films, genre les ingé-sons vont voter pour le son, les chefs opérateurs vont voter pour l'image, et à la fin on prend juste les nommés des 5, et tout le monde vote pour les 5. Non, dans les Césars, tout le monde vote pour tout le temps, donc forcément, en fait, tu te retrouves très souvent avec les 5 films qui sont nommés pour le meilleur film, être nommés à meilleur son, meilleure image, meilleur costume, meilleur décor, voilà, souvent ils ont tout, ils emportent tout avec eux, parce que les gens, quand ils aiment un film, ils votent pour lui à quasiment toutes les catégories, ils n'ont pas nécessairement la perception de se dire « Ah là, les costumes étaient comme ça, ou le décor était comme ça ». Voilà, mais après, c'est une généralité que je fais, mais c'est un peu comme ça le vote des Césars, donc c'est pour ça que souvent, les 5 mêmes se retrouvent partout, et donc Emmanuel Mouret, avec les choses qu'on dit et les choses qu'on fait, c'est celui qui a le plus de nominations, mais à la fois j'arrive à comprendre, parce que c'est un film que j'ai trouvé très bon dans son ensemble, quoi. Il y a vraiment tout qui était bien, et donc il mérite entièrement ses nominations. Ça fait partie de mes films préférés de l'année, donc c'est pas rien. J'en ai parlé plus en détail dans mon top, donc je vous invite à aller l'écouter, parce que j'ai pas envie de répéter tout ce que j'ai dit de bien sur le film ici. Le deuxième film qui a le plus de nominations, c'est Adieu les cons d'Albert Dupontel. Alors Adieu les cons, ça raconte l'histoire de Virginie Efira, qui est une femme qui cherche à retrouver un enfant qu'elle a donné à l'adoption quand elle a accouché 20 ans plus tôt. Et elle va s'associer avec Albert Dupontel, qui joue un informaticien qui est dans un ministère, ou dans un... ouais, je crois que c'est un ministère, si je suis pas trop débile, et qui veut se suicider. En fait, les deux vont s'associer, donc c'est des personnes qui ont d'un côté plus rien à perdre, ou qui justement se sentent plus vraiment à leur place. Elle est coiffeuse, il y a une histoire comme ça où elle est... où je crois qu'elle... j'ai pas envie de spoiler, je sais plus si c'est du spoil ou pas. Mais voilà, en fait, c'est des personnes qui n'ont rien à perdre et qui veulent à tout prix retrouver ça, et donc ils vont s'associer pour retrouver cette personne. Et ils vont, avec eux, rencontrer plein de personnages et aller de péripétie en péripétie. Donc il y a un peu un délire road movie, même si c'est pas vraiment un road movie parce qu'ils naviguent pas d'un point A à un point B, mais ça a un peu la même construction. C'est un film que j'ai pas forcément adoré plus que ça. Moi, Dupontel, c'est un réalisateur dont je suis admiratif du travail. Je trouve que ça fait partie des réalisateurs français les plus, on va dire, intéressants, mais ces films ne me passionnent pas plus que ça. C'est-à-dire que j'ai toujours un espèce de détachement émotionnel vis-à-vis de ce qu'il propose. Autant le premier Bernie, c'est un film qui m'a fait triper énormément, mais après, je trouve ces films, ils ont toujours énormément de propositions. Voilà, c'est un mec qui a un univers atypique, qui a un vrai discours sociétal marqué, et il n'hésite pas à se mouiller les pieds pour raconter ce qu'il a envie de raconter, quoi, vraiment. Ouais, en plus, c'est quelqu'un qui a vraiment un point de vue sur la société très 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 fort. Et donc ces films arrivent à délivrer tout ça, parlent souvent des gens qui sont démunis, des gens qui ont de la solitude, voilà, des gens un peu laissés pour compte, et il en parle très très bien, je trouve, mais émotionnellement, je suis toujours un peu en retrait, étrangement, et c'est ce qui m'est arrivé avec Adieu les cons. Je suis admiratif de plein de choses qu'il a fait en mise en scène, c'est un film qui est très rempli, très riche, qui a énormément d'idées, qui est inventif, qui est poétique. Voilà, c'est un joli film qui est gorgé de bons sentiments, et qui essaye vraiment de dilapider son message de manière, de diluer son message de manière assez tendre. Enfin, vraiment, il y a une vraie tendresse qui irrigue tout le film, et ça, vraiment, je trouve ça très beau. Mais j'ai pas été plus touché que ça. Pour moi, c'est pas du tout un de mes préférés du Dupontel, alors que c'est potentiellement le plus abordable, ou en tout cas, peut-être son meilleur film. C'est un peu paradoxal de penser ça, mais je pense que c'est son meilleur film, ou en tout cas celui qui plaira au plus grand nombre. Voilà, donc adieu les cons.
Je comprends encore une fois pourquoi il est nommé dans autant de catégories. C'est un film qui est techniquement très très propre. Franchement, il y a des idées de mise en scène qui font qu'il est largement logique de le nommer en tant que mise en scène. Il y a une image qui est très belle, il y a des très beaux décors. Voilà, il y a une vraie richesse dans le film. Après, j'ai pas été plus conquis que ça. Les comédiens sont nommés aussi, globalement. Virginie Efira, bon, je comprends, moi j'ai pas été abasourdi par sa performance, mais maintenant Virginie Efira, si elle a pas une nomination par an, bah, c'est un scandale, donc bah, elle l'a ce coup-ci, comme d'hab. Je crois qu'il y a Albert Dupontel qui est nommé en meilleur acteur, si j'ai pas envie de dire de conneries. Voilà, tout à fait, Albert Dupontel, qui fait du Albert Dupontel, mais il arrive à être touchant, son rôle est bien. Et il y a aussi Nicolas Marié qui joue un aveugle dans le film et qui est donc nommé en second rôle. Bon, moi j'ai pas adoré ce rôle-là, j'ai trouvé ça... Il m'a pas fait plus rire que ça, mais bon, comme je vous dis, j'ai été un peu en retrait sur le film, donc ceci explique mes réticences, mais en tout cas, c'est sûr que c'est un film qui a une très belle facture, et ça fait partie des très bons films qui sont sortis cette année, et qui, à mon avis, font consensus, surtout. C'est surtout ça, en fait. C'est un film qui fait consensus, malgré son discours, qui est à charge, hein. C'est un discours qui balance sur la police, qui balance sur l'État, les institutions, la solitude que notre société est en train de procurer chez les gens, l'isolement qu'elle fait naître chez chacun, et surtout le manque, on va dire, de solidarité et d'altruisme. Et donc c'est un film qui parle de ça de manière assez humaine, avec beaucoup de cœur, et je comprends qu'il ait marqué les esprits. Moi, pour le coup, c'est le dernier film que je suis allé voir au cinéma en 2020, et ça fait bizarre d'aller voir un film, en sachant que les cinémas ont fermé après, qui s'appelle Adieu les cons. Ça fait... Il y a un côté un peu triste et prophétique dans ce titre. Troisième film à avoir eu le plus de nominations, c'est Été 85, donc il a eu 12 nominations, le film de François Ozon, le vrai bonbon nostalgique de Ozon, qui nous raconte donc une espèce d'idylle entre deux adolescents qui sont sur la fin, ouais, même s'ils sont juste au bac, enfin, jeunes gens de 18 ans, sur la côte normande, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que je crois que c'est vers Dieppe, un truc comme ça. Et donc, durant un été, voilà, découverte de la sexualité, de son attirance, de son homosexualité même. Écoutez, un film, encore une fois, qui m'a un peu laissé de marbre. J'ai été assez déçu. Ouais, je m'attendais à beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi, parce que, évidemment, il y avait quelque chose qui entourait ce film. On sortait du confinement, il y avait cette espèce de délire nostalgique qui nous était vendu. J'avais envie vraiment de plonger dans cette année 85 et d'y être pendant 2 heures. Et au final, le film utilise un espèce de procédé un peu de polar, avec un côté mystère qu'il essaie de nous faire dérouler en parallèle d'autres choses. Et donc, il y a deux temporalités qui se mélangent, et ça m'a un peu perturbé mon immersion dans cette petite amourette d'été. Et je trouve ça un peu dommage, parce que finalement, je trouve ça très artificiel, ce procédé narratif, parce que, bah, ouais, il nous vend quelque chose, il essaie de nous tenir en haleine avec quelque chose de très attendu finalement, et j'aurais été plus intéressé par le fait de vivre innocemment cette amourette, et d'avoir ce qui arrive à un moment sans que ce soit particulièrement annoncé ou attendu, quoi. Et c'est dommage, j'ai trouvé ça très étrange, cette construction en 2 temps, et elle m'a vraiment gâché le plaisir. Après, oui, la reconstitution est vraiment parfaite. Je veux dire, on est plongé dans les années 80 sans en faire des caisses, sans avoir le côté, justement, fan service des années 80. Ah, c'est pas du Stranger Things du tout. On sent que c'est François Ozon qui vraiment fait un film très personnel, qui va aller puiser au fin fond de ses souvenirs pour les restituer sur la pellicule. Donc ça fait un film qui vraiment dégage cette espèce de sincérité vis-à-vis de l'époque et de la période qu'il raconte, voilà, un été dans les années 80, et une amourette entre deux jeunes garçons. Mais bon, ça m'a manqué de quelque chose. Après, il faut vraiment avouer que, pour le coup, si le César du meilleur espoir ne va pas à Benjamin Voisin, qui est un des deux protagonistes du film, bah, c'est un scandale. Le mec l'a forcément gagné. C'est la meilleure performance que j'ai vue au cinéma cette année. Indéniablement, tout pays confondu. Franchement, le mec est monstrueux, alors que pour le coup, je l'ai vu dans un autre film cette année qui s'appelle la deuxième vie de Simon, la dernière vie de Simon, que j'ai pas du tout aimé. Il m'a été totalement différent, cet acteur-là. Mais alors, dans Été 85, il envoie du pâté, il est charismatique, il est beau, il dégage un truc, et en plus, il y a une séquence qui est vraiment une séquence clé au milieu du film, où ce qu'il envoie en émotion, il change de registre en 2 secondes, il joue des trucs hyper compliqués parce qu'il joue des sentiments très paradoxaux, mais les deux sont très compréhensibles. Enfin, vraiment, énorme performance. Son coéquipier est beaucoup moins bon, j'ai trouvé.
En tout cas, voilà, j'ai trouvé beaucoup moins. J'ai trouvé qu'il y avait même un décalage de niveau qui est un peu raconté dans le film, donc c'est pas dérangeant. Mais entre les deux comédiens, le deuxième s'appelle Félix Lefebvre, et les deux sont nommés pour l'Oscar du meilleur, le César, pardon, du meilleur espoir masculin. Donc voilà, je trouve que c'est en tout cas, lui, s'il n'a pas Benjamin Voisin, je ne comprendrai pas. Encore une fois, je comprends pourquoi ce film a énormément de nominations. C'est un film qui est une très belle facture, voilà, techniquement, c'est un très beau film. L'image est belle, la reconstitution est très bonne, les décors, les costumes, je pense, je n'ai pas vérifié s'il était nommé dans toutes ces catégories, mais ça ne m'étonne pas qu'il ait les catégories un peu techniques, parce qu'il fait le taf, le film, et il mérite amplement d'avoir beaucoup de nominations, même si moi, personnellement, j'ai pas été plus que ça embarqué dans cette aventure. Le quatrième film à avoir le plus de nominations, c'est Antoinette dans les Cévennes. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment un film qui est très très sympa. Là, ça fait partie des films que j'aime énormément de cette liste-là. Donc je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Un film très réjouissant qui raconte l'histoire d'une prof qui a un amant, qui est donc le père d'une de ses élèves. Et le père part en vacances avec sa femme et sa fille faire une espèce de randonnée avec un âne dans les Cévennes. Et Antoinette a envie d'aller surprendre son amant là-bas. Elle va donc faire cette randonnée avec cet âne aussi. Et donc se retrouver à faire un truc qu'elle aurait jamais dû faire, improbable. Donc une randonnée avec un âne dans les Cévennes pour faire comme l'auteur de ce roman. J'ai oublié de quel auteur il s'agit. En fait, ils font le tracé d'un mec qui a écrit un bouquin. C'est le tracé de Robert Louis Stevenson, l'auteur de La Carte au Trésor. Voilà, donc ça raconte ça. Mais finalement, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est un film qui est vraiment centré sur Antoinette et qui va plus être un parcours initiatique, ou plutôt un parcours d'émancipation, que réellement cette espèce de farce rigolote sur une fille qui voudrait rejoindre son amant quelque part, ou en tout cas, la maîtresse qui veut aller perturber les vacances du mec avec qui elle est, avec sa femme et tout ça. Finalement, c'est beaucoup plus centré sur Antoinette, et même sur cette relation qu'elle peut avoir avec l'âne pendant cette randonnée, et comment une période où on va se mettre dans une situation qu'on n'aurait pas nécessairement cherchée, va finalement nous permettre d'ouvrir les yeux et de prendre conscience de qui on est dans le monde qui nous entoure et les gens qui nous entourent. Et donc c'est un film qui est très drôle, elle est extraordinaire, Laure Calamy. Je pense que Laure Calamy peut décocher le César de la meilleure actrice pour ce rôle-là. En tout cas, elle le mériterait. Franchement, moi, ça fait partie des meilleures performances que j'ai vues. L'âne aurait pu avoir un César tellement il est bon. Non, voilà, les décors sont magnifiques, c'est très bien filmé, c'est une de mes photographies préférées de l'année, donc je lui donnerai aussi le César de la meilleure photo. Voilà, c'est un film qui est très drôle, qui est pas si bête, vraiment c'est pas une comédie débilos du tout, c'est très fin finalement, c'est assez subtil, et il y a des vrais moments qui te prennent à rebours, où tu t'attends pas du tout à ce que les choses se passent comme ça, et c'est ça qui me plaît dans des films comme ça, c'est que on part d'un postulat où on a l'impression que ça va être une histoire cliché, voilà, et finalement on est surpris à tous les niveaux. Il y a vraiment, encore une fois, pas encore une fois, je sais pas pourquoi je dis ça parce que j'en ai pas parlé dans cette vidéo, mais ça me rappelle un peu ce que j'ai vu avec Little Woman, là, les 4 filles du Docteur March, où tu sens que c'est un film fait par une réalisatrice et qui a énormément de tendresse pour son personnage féminin, et qui n'est pas du tout dans le jugement, et qui a vraiment une compassion pour ce qui lui arrive, même dans une situation où on pourrait la trouver un peu... hop, là, c'est quand même un peu border, quoi. Et je trouve que, justement, le film ne s'amuse pas du tout à être dans la punition des actes qu'elle pourrait faire. Justement, elle essaie de vraiment la comprendre et la soutenir tout le long, malgré le fait que, bon, voilà, tout ce qu'elle fait n'est pas totalement admirable, mais quand même, on sent que la réalisatrice, l'auteur, a vraiment une volonté de garder ce personnage noble, et d'en faire un conte, quasiment, une petite fable sur ce perso, en gardant, en ayant une morale une leçon de vie assez intéressante sur l'émancipation, et surtout le fait que voilà, faut pas perdre son temps pour des gens qui nous méritent pas, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui finalement est très universel, mais fonctionne très bien et extrêmement bien dit, et il y a vraiment des petits persos comme ça qui arrivent en filigrane et qui viennent apporter groupe énormément, tout en étant drôle et touchant. Donc vraiment un très bon film. Je sais que David The Film Talker l'a beaucoup aimé. Je sais pas s'il a fait un top cette année, David, mais en tout cas, je crois qu'il aurait été dans son top, ce film-là, et je le comprends. C'est un film que j'ai vraiment beaucoup apprécié, donc je comprends aussi pourquoi il a 8 nominations, ce qui est très bien. Autre film, dernier film qui est nommé pour le meilleur film et qui a le plus de nominations, donc là c'était les 4 films qui sont nommés pour le meilleur film, le dernier c'est un documentaire, c'est Adolescente, en un seul mot, je sais pas pourquoi j'ai fait une pause entre les deux, donc qui raconte l'histoire de 2 ados qu'on va suivre quasiment sur tout leur collège-lycée, sur quasiment 6 ans, enfin j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est très long la période sur laquelle on va les suivre, peut-être 3 ou 4 ans. Voilà, donc on les prend au début de l'adolescence, et on va les suivre sur toute l'adolescence. C'est un documentaire qui dure très longtemps, qui est assez long, qui dure quasiment 3 heures, si je ne m'abuse.
2h16, donc là je dis vraiment de la merde, mais en tout cas, écoutez, j'ai été un peu aussi déçu par ce film-là, parce que j'en avais entendu beaucoup de bien, donc évidemment c'est toujours problématique d'aller voir un film en ayant entendu des gens nous expliquer que c'était un véritable chef-d'œuvre. Je trouve que le dispositif est très puissant, parce qu'en effet, ça fait partie de ces documentaires, on est en fait sur un gros épisode de striptease, enfin pour je parle de la conception, de l'idée de la manière dont c'est fait, c'est qu'on va suivre des gens sans jamais que la caméra soit prise à partie, sans jamais que la caméra ou les gens du documentaire interviennent, où il y a vraiment un effacement du processus documentaire pour nous livrer quasiment une œuvre qui pourrait... qui est criante de véracité, où on a l'impression de capter des moments de vie purs. Et ça, c'est vrai que c'est très fort de réussir à faire oublier la caméra à ce point-là. Ça me fait penser à Guillaume Braque, qui a fait un film qui s'appelle L'île au trésor l'année dernière, qui m'a aussi marqué à ce point-là, parce que très vite, tu oublies que tu vois un documentaire, et tu as l'impression d'assister à des scènes de fiction, mais criantes de vérité. Donc c'est très très fort hein, de réussir à faire ça dans un doc. Donc voilà, il y a ça qui est indéniablement puissant. Je veux dire, de suivre des ados, tu les vois changer physiquement. Il y a un côté un peu Linklaterien, on repense à Boyhood, qui a fait ça de manière fictionnelle. Bah là, il y a un peu ça de manière réaliste, où vraiment elles grandissent pendant le documentaire. C'est deux copines au départ, mais qui vont un peu partir dans différentes trajectoires, beaucoup moins se fréquenter. Et ce qui m'a dérangé, c'est un peu l'ellipse. Je trouve que le film utilise énormément d'ellipses, mais par le procédé est obligé. Enfin, je veux dire, il n'a pas été 24h/24 avec ses élèves, ses enfants et avec ses ados. Et en plus, il doit quand même combler 4 ou 5 ans en 2 heures, donc c'est énorme. Et j'ai trouvé qu'au moment, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas nécessairement... vu que c'est un doc, il n'y a pas une volonté narrative totale. Et bah, j'étais un peu frustré par les trous qu'on me laissait. Je trouvais que les moments qu'on nous montrait n'étaient pas toujours les moments que j'aurais voulu voir. Alors oui, peut-être que l'intérêt est justement dans le non-dit, mais à un moment, ça m'a un peu fatigué, quoi. Et aussi, j'ai pas trouvé que les deux personnalités étaient des personnalités qui m'ont fasciné et qui m'ont donné envie vraiment de me dire, c'est super intéressant de rester avec ces filles pendant 2 heures, quoi. Alors c'est passionnant d'un point de vue quasiment anthropologique, je veux dire d'étudier une jeunesse française dans les années 2010, à quoi c'était quoi ça, tu vois, on les voit pendant les attentats de Charlie Hebdo, voilà, pendant le 13 novembre, on voit comment cette jeunesse a vécu et leur vie a été rythmée par les événements de la dernière décennie, mais je veux dire, passer cette espèce d'aspect anthropologique pur, j'ai pas pris un kiff de cinéma ou un kiff d'émotion, j'ai pas été touché par quoi que ce soit réellement. J'ai pas été embarqué parce que j'ai pas été impliqué par les gens qu'on me montrait, quoi. J'ai pas trouvé que la famille qu'on me montrait, les familles qu'on me montrait étaient des gens vraiment dans lesquels j'avais envie ou la possibilité de m'investir émotionnellement. Alors je sais que ce film a dévasté beaucoup de monde, les gens ont fini en larmes, je sais pas. Moi j'ai été totalement de marbre devant ce film, mais j'ai trouvé ça très fort. Je trouve que, encore une fois, techniquement, c'est ultra fort. Et pour le coup, pour qu'un documentaire soit nommé dans 6 catégories au César, c'est quand même vraiment, vraiment impressionnant, parce que je pense pas que ce soit déjà arrivé précédemment. Donc il est nommé dans meilleur son, un documentaire meilleur son, faut quand même, c'est fort, parce que tu es dans des conditions totalement réelles, pour réussir à être nommé dans les meilleurs sons, c'est quand même pas rien. Meilleure photo aussi, ça encore une fois, c'est très fort. Je veux dire, d'être nommé pour la meilleure photo pour un doc, c'est que les gars, le gars a fait un énorme taf. Il a sorti 2 films cette année, hein, le réalisateur. Je crois que il a sorti aussi Jeune Fille, hein, qui était sur Arte, que je n'ai pas encore vu. Voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un film qui techniquement arrive à faire un tour de force, quoi, de réussir à être à la fois un très beau film et un documentaire assez passionnant. Mais émotionnellement, je suis resté sur le carreau, là où c'est ce qui a, je pense, touché le plus. Enfin, c'est ce qui a fait que le film est à ce point-là porté au nu, parce que les gens ont vraiment été touchés par le parcours des 2 jeunes filles qui, moi, m'ont laissé indifférente. Donc ça, c'était les 5 films qui étaient nommés pour le meilleur film. Donc voilà, le César du meilleur film va se jouer pour ces 5 films-là. Après, il y a des premiers films. Donc moi, je ne les ai pas tous vus, les premiers films. J'ai vu Mignonne, il n'y a pas longtemps. Mignonne, qui est donc un film sur une jeune fille qui va intégrer un groupe de danseuses, de filles qui font de la danse dans leur collège pour faire des vidéos, et elles veulent participer à un concours. Et cette jeune fille, en fait, elle est tiraillée entre sa famille, où sa mère... Enfin, il y a le mariage de son père qui va arriver, et c'est donc une famille musulmane africaine, et donc ces jeunes filles qui font de la danse un peu sexy, et voilà, elle va être un peu tiraillée entre les deux. Donc c'est un film qui a fait parler de lui, parce que, bah voilà, Mignonne, il y a des gamines de 11 ou 12 ans, je sais plus, qui font du twerk et qui sont ultra sexualisées dans leur danse. Et on a cette jeune fille au milieu, qui est nommée aussi au meilleur espoir. Moi, je lui donnerais pas, mais j'avoue que sa performance est assez impressionnante, mais c'est limite perturbant, en fait. Parce que voilà, le film parle pas fondamentalement de ce rapport avec la jeunesse et la sexualité.
c'est pas le sujet principal du film réellement. Le sujet principal du film, c'est de parler de cette période où t'es une pré-ado et t'es coincé entre deux mondes, t'es en transition. Il y a une société qui veut te faire grandir trop vite, qui est la société un peu de l'entertainment, l'influence américaine, avec voilà, ces chanteuses comme Nicki Minaj, ou ce genre de trucs qui quoi qu'il arrive, sont vendues, enfin, te vendent de la sexualisation pure et dure, H24. C'est-à-dire que voilà, la culture qu'on te vend et qui construit ton univers est ultra sexualisée, donc forcément, bah, toi, quand t'as beau avoir 11 ans, quand t'es en construction, tu vas te sexualiser de manière innocente, tu comprends même pas les tenants et les aboutissants de la chose, mais tu le fais quasiment par mimétisme, et c'est ce que représente ce groupe d'amis qui dansent et tout ça. Et de l'autre côté, elle est aussi briguée par cette espèce de religion, avec en plus des vrais... bah là, pour le coup, c'est une culture africaine où en plus il y a enfin, le mari, le père va prendre une nouvelle femme, donc il va y avoir deux femmes à la maison et on suit un peu la mère qui doit assister à ça, qui doit accueillir sa nouvelle femme qui va arriver. Enfin, ouais, il y a un côté un peu, j'ai pas envie de dire archaïque, mais cette espèce de décalage avec une culture très patriarcale où la femme est quasiment vraiment enfin, pas glorifiée, quoi. Donc la gamine, elle est perdue entre ces deux choses et elle n'arrive pas trop à choisir et donc elle va balloter de l'un à de l'autre et forcément bah, elle va être paumée en fait. On suit le parcours de quelqu'un qui est totalement paumé. Donc c'est pas un film qui est là pour te montrer ah bah la sexualité la sexualisation des enfants, tout ça. Par contre c'est un film qui va te jouer des scènes en effet où t'as des gamines de 11 ans qui font du twerk, qui dansent de manière sexy, qui s'habillent en mini-short, voilà. Donc forcément ça peut perturber mais à la fois, bon, il n'y a rien de choquant, quoi. Enfin, c'est une extension de ce qui arrive et du monde dans lequel on vit. Donc, y a pas, je trouve pas ça révoltant de montrer ça, mais je comprends que ça peut mettre mal à l'aise si jamais, en effet, tu te retrouves à être... En fait, c'est ça qui m'a fasciné, c'est de me dire qu'est-ce qui se passe si tu regardes ce film, que tu es un homme ou une femme, je sais pas, mais et que ce film t'excite, quoi. Enfin, ouais, tu dois te sentir extrêmement dérangé parce que fatalement tu te retrouves à être excité par des gamines de 11 ans. Donc bah, ça doit te mettre en colère. Moi ça m'est pas arrivé, autant pour moi, enfin je dis pas autant pour moi, mais je suis honnête, ça m'est pas arrivé, j'ai pas du tout ressenti une once d'excitation devant ce film. Mais si en effet tu regardes ce film et que tu te retrouves à être excité parce que bah, voilà, bah, ça doit te mettre en colère parce que tu dois te dire mais ah je me suis fait c'est dégueulasse qu'on me montre enfin il y a avoir une réaction épidermique sur le fait de t'être fait flouer presque et je pense que c'est pour ça que ce film a déclenché énormément de réactions et des réactions négatives, c'est parce qu'en effet ça te montre quelque chose qui existe mais qui peut déclencher chez toi des sentiments très très contradictoires et paradoxaux et violents. Donc voilà, c'est un peu étrange, c'est un peu tatillon. Mais moi, ce qui fait que j'ai pas adoré le film, malgré le fait que je trouve ça assez impressionnant comme un premier film. Enfin, c'est quand même assez maîtrisé, il y a beaucoup d'idées, c'est un film qui est travaillé, il y a des vraies histoires de... Enfin, je veux dire, les choses sont très symboliques, il y a un minimum du symbole qui est intéressant. La mise en scène est élégante. Moi, ce qui m'a un peu lâché, c'est la protagoniste que j'ai trouvée détestable. Donc oui, c'est une gamine perdue, mais juste un moment, je peux pas avoir d'empathie pour un personnage qui fait que des choses affreuses et qui n'a jamais une once de remords et qui est juste paumé à faire des conneries, à enchaîner une connerie après une autre et qui juste est détestable, quoi. Donc c'est ce que le film raconte. Hein. Le film raconte que justement, quand t'as deux cultures qui sont aussi différentes, qui te servent à te construire, t'es perdu. Et quand t'es perdu, tu fais de la merde. Je pense que c'est ce que le film veut raconter, mais ça fait pas pour ça que j'approuve et j'ai réussi à apprécier ce parcours. Ça m'a fait penser à 13 en fait, de Catherine Brunswick, je crois, enfin, la réalisatrice de Twilight après, qui a un film pareil qui te montre la débauche pré-ado, enfin même adolescente américaine, et qui a un personnage tellement détestable que je déteste ce film. Mais le film est intéressant parce qu'il te montre une réalité qui est rarement filmée. Et là, c'est pareil avec Minions, c'est que ça ose te montrer quelque chose. Bon, qu'importe quoi. Honnêtement, je suis pas sûr qu'il y ait autant de gamines de 11 ans qui fassent ce genre de truc. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a pas mal de séquences voilà, où ils te montrent la complaisance des gens vis-à-vis de ça, le trouble que ça procure, comment les mecs, les hommes ont un côté... franchement, ont un côté, ça les excite, à la fois ça les énerve. Enfin, c'est plutôt subtil dans sa manière de parler de ça. Donc je trouve ça assez fort. Mais j'ai pas plus apprécié le film que ça. Voilà. Et il a 2 nominations, donc meilleur premier film et meilleur espoir. Sinon, il y a La Bonne Épouse qui a 5 nominations. Alors La Bonne Épouse... Bon, c'est le réalisateur qui a fait Les Femmes du 6e étage et Alceste à bicyclette, quoi. Donc bon, j'ai trouvé ça pas dingo. C'est un film qui a un propos féministe. On suit une école de jeunes filles pour apprendre à devenir bonne ménagère. Et il va y avoir un événement qui va un peu chambouler la vie de cette école.
et en même temps on est aux alentours de mai 68. Donc finalement, il va y avoir un rapport féministe qui va se créer dans cette école, une petite micro-révolution féministe chez la directrice qui, à la base, est quelqu'un qui justement apprend les bonnes manières aux jeunes femmes et à être une bonne épouse. Bon, j'ai trouvé ça pas forcément très bon. Il y a beaucoup de sous-intrigues qui viennent enrichir le truc, mais qui finalement font que je me désintéresse de pas mal de trucs. Ouais, tu suis trop de gens et pas un seul à la fois. Enfin, c'est très particulier comme structure. Et ça fait partie de ces films chorales pas très bien maîtrisés. En plus, il y avait plein de trucs. Hein, enfin, ça avait tout pour me plaire. Hein, je veux dire, on est sur un film qui se passe dans un espèce d'internat. Donc, on est sur un côté un peu collectif. Les films sur une année, on est sur une année. Normalement, c'est le genre de film que j'aime beaucoup. Un lieu clos, un temps clos. Et là, franchement, bah, je suis resté un peu de marbre. Et surtout, je me suis perdu en route. Il y a Edouard Baird qui joue un rôle sympathique, mais il est nommé en meilleur second rôle. Je trouve ça un peu forcé. Voilà, il y a des bons comédiens, c'est réjouissant, mais ça tient pas la route sur la longueur. Je trouve que ouais, y a des trucs qui viennent trop perturber l'intrigue. Et surtout, je m'intéresse pas à tout. J'étais hyper intéressé par le parcours des jeunes filles, mais finalement, ils le traitent pas vraiment et c'est un peu léger. Donc, un peu déçu par La Bonne Épouse. Après, je vais rapidement revenir sur d'autres films qui ont quelques nominations et pour parler du reste du cinéma français que j'ai vu cette année, il y a La Fille au bracelet, qui est un film que j'ai beaucoup aimé. On est sur un film de procès avec, alors c'est en fait le remake, ou en tout cas l'adaptation d'un fait divers qui avait été fait en Argentine. Enfin, c'est un film argentin à la base, et là c'est donc le remake, mais c'est pas vraiment le même point de vue. On est vraiment sur le procès. C'est une fille qui est accusée d'avoir tué sa meilleure amie. Et donc on est sur son procès 2 ans après les faits, où vraiment on l'a jugé, est-ce qu'elle est coupable ou pas, d'avoir tué sauvagement, genre de je sais plus combien de coups de couteau, sa meilleure amie, à la fin d'une soirée. Il n'y a pas de témoin, mais tout pointe vers elle. Donc on va suivre les 3-4 jours de procès pour sceller ça. Et je trouve ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très factuel, on est sur un film assez froid, qui vraiment va pas te donner essaye d'avoir une forme d'objectivité dans sa mise en scène, de pas te donner le point de vue de l'un ou de l'autre, d'être dans les faits, l'étude des faits, l'étude des indices, des preuves, de comment les gens réagissent. Il n'y a pas une vérité qui vient réellement surplomber tout ça. C'est-à-dire que tu n'as pas le point de vue de la vérité réellement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir assumé totalement le doute et le fait que on ne sait pas, on ne sera jamais dans la tête du personnage principal, si elle a fait ou pas. Alors il y a un petit, je ne révèle rien, mais il y a une manière un peu subtile de potentiellement nous aiguiller, ce que j'ai trouvé justement pas mal du tout. Et donc c'est un film, j'aime bien ces films-là qui vraiment se concentrent avec une mise en scène totalement académique, invisible, hein, je veux dire c'est une mise en scène très sobre, mais justement qui te permet de te concentrer totalement sur l'intrigue, les personnages, pas les personnages, même les faits, et juste t'as l'impression d'être dans un procès en condensé pendant 2 heures. Et donc, c'est assez haletant parce que l'affaire est dense et assez dingue. Et ça fait que moi j'ai été assez happé et passionné. Voilà, donc c'est pas un film extraordinaire non plus, mais pour ce que ça essaie de faire, c'est très très propre. Je pense que c'est un premier film et il est franchement très bien. Il y a Tout simplement Noir, qui a 2 nominations aussi. Il y a Jean-Michel Zadi, je crois, ou Jean-Claude Zadi, je sais plus le nom du comédien réalisateur, qui est en meilleur espoir, hein, je crois masculin peut-être. Donc Tout simplement Noir, c'est un film qui a fait pas mal parler de lui. On est sur un documentaire, un faux documentaire, sur Jean-Pascal Zadi, Jean-Pascal Zadi qui joue quasiment lui-même et qui veut faire une marche des Noirs pour essayer de faire un acte militant pour mettre un coup de projecteur sur la condition des Noirs en France. Et évidemment, en fait, c'est un peu un débile qui sait pas trop de quoi il parle et qui fait ça au départ sans trop comprendre pourquoi, et finalement qui a la force de rencontre et d'essayer de rameuter les gens. Ça va un peu aiguiller son propos et son militantisme. Et en particulier, en parallèle, le gars est acteur, donc il va connaître plein de comédiens qui vont rentrer avec lui. Voilà. Il va être accompagné de Fari, qui va devenir un peu le mec qui va le prendre sous son aile, mais qui va l'utiliser. Voilà, c'est un film qui utilise les ficelles d'un truc que j'aime beaucoup, qui est The Office. J'ai l'impression de voir The Office en documentaire, The Office dans le monde des Noirs français, quoi. Donc c'est assez bien foutu, avec Pascal Zadi qui joue totalement Michael Scott. C'est la même manière de fonctionner. C'est un perso qui comprend pas réellement pourquoi il fait les choses, qui est un peu débile, mais qui est plein de bonne volonté. Donc c'est vraiment Michael Scott et qui est fondamentalement très gênant. Donc il y a des séquences qui fonctionnent très bien. Il y a un gros problème, c'est ce côté enchaînage de sketch. Il y a très peu de liant, et le liant émotionnel, il est tout pourri. Enfin, honnêtement, faut dire ce qui est. L'espèce de fil rouge émotionnel avec un truc avec le père et tout, c'est nul. Ça a pas d'impact au moment où ça arrive. C'est pas très bien amené. Ça a pas beaucoup de cœur et de richesse. Après, oui, il y a plein de guests. C'est la foire aux guests. Il y a tous les acteurs noirs du cinéma français qui participent.
Mais justement, ça fait un film qui est hyper important pour, je pense, pour justement la représentation des Noirs. Au moins là, ça fait un vrai film qui a un peu d'impact et qui s'amuse. Un film qui s'amuse, qui dénonce. C'est plus un film sur le militantisme en vrai que sur le racisme en France. Parce qu'il y a ça, il y a des dénonces sur le racisme policier, il y a des dénonces sur, même sur le racisme en général, la manière dont on a pu s'excuser pour l'esclavagisme ou la colonisation. Voilà, on remet en cause pas mal de choses de manière plutôt, je trouve, intelligente, parce que le personnage évolue, et à des moments, il oscille entre le débile et le mec qui a quand même des vraies réflexions intéressantes et intelligentes sur ce sujet-là. Mais finalement, je trouve aussi que c'est en effet un film sur le militantisme. Je crois que c'était Moguri dans le Cozy Corner qui avait dit ça, et il a pas tort du tout. C'est un mec qui vraiment apprend à être militant, enfin apprend qu'est-ce que c'est que la cause militante et comment tu peux être mal vu au début parce que finalement tu fais pas ça pour les bonnes raisons et qu'au fur et à mesure où tu milites, tu vas gagner en conviction et comprendre fondamentalement pourquoi tu fais les choses et être accepté, ou en tout cas comment ça peut être dur d'être militant en fait. Faut comprendre pourquoi t'es militant. Et voilà, pas évident, mais un film que j'ai vraiment bien aimé, qui m'a fait rire. Il y a des scènes très très drôles évidemment, Pascal Eboué la scène de Pascal Eboué et Lucien Jean-Baptiste, là, elle est très très drôle, c'est vraiment une scène à mourir de rire. Donc voilà, tout simplement noir, par moments c'est un peu facile, mais je trouve que ça marche vraiment très bien. Ensuite, il y a un film qui est nominé pour, je pense, meilleur documentaire, c'est La Cravate. Alors La Cravate, film très surprenant. Alors déjà, la manière dont c'est fait, c'est particulier. C'est un bouquin à la base écrit sur un gars. Le gars en question, c'est un militant FN, enfin Rassemblement National, en Picardie, mais qui est un militant qui bosse même dans une des... Je sais plus comment on dit, voilà, une succursale, ou en tout cas un des bureaux de Picardie du FN. Et en fait, donc il y a un bouquin qui a été écrit, et donc lui, il lit le livre, et donc sa lecture du livre, elle est en voix off, et elle est illustrée par des images qui ont été tournées avant que ce livre ait été écrit. C'est un peu particulier, donc on voit des images on va suivre ce mec dans différents événements liés au FN et tout ça, et il y a une voix off qui décrit les événements qu'on voit, parce que devait pas y avoir de son, où il y a des moments où il y a du son en plus. Donc voilà, donc on va croiser, on va rentrer un peu au cœur du Rassemblement National, avec Philippot, avec Marine Le Pen, et comment un militant vit ça, et les espèces de coups politiques qu'il peut y avoir, les coups de com', et le truc c'est que c'est un film qui est assez particulier à la base, qui est un peu bizarre parce qu'il finit jamais. À un moment, tu te dis, il finit, en fait, il est pas fini. Et qui va suivre évidemment la campagne de 2017. Et il y a un film qui a un twist au milieu qui est dingue et qui te glace le sang, vraiment, qui m'a vraiment, vraiment troublé. Et en fait, le film est à l'image de ce twist, c'est que il est très bien construit là-dessus, c'est qu'on te montre un côté, on te montre la normalisation du FN. Ah, regardez, la dédiabolisation de la chose. Regardez, finalement, le FN, c'est un parti comme les autres. Et en fait, dès que les façades en carton commencent à tomber, derrière, en fait, tu te rends compte que c'est vraiment... c'est ce que c'est, quoi. C'est les clichés qu'on peut dire, en fait, ils sont vrais, c'est vraiment un parti... voilà. Donc, je suis désolé, je vais me prendre des commentaires des militants FN qui vont me cracher dessus, je m'en fous. Mais voilà, donc c'est vraiment un film... si ça vous intéresse de plonger au cœur d'un parti dont on voit que la façade dans les médias, et on a rarement l'occasion de voir un peu ce qui se passe derrière, c'est plutôt intéressant parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir une bonne bande d'abrutis qui juste arrivent à fonctionner sur des idées très très chocs, et qui arrivent à créer un parti politique et à même fonctionner tout un truc là-dessus, tout en se détestant tous mutuellement de manière énorme. Donc c'est plutôt intéressant. Si vous êtes fan du FN, je pense que ça peut vous faire bien chier, donc regardez-le. Donc pour ce qui est des nominations César, voilà, j'ai pas vu les autres films, donc j'ai pas vu tous les films de l'année, du tout. Mais il y a quelques autres films que j'ai vus que j'aimerais bien mentionner rapidement pour vous donner peut-être envie de les découvrir si jamais vous tombez dessus. Il y a Les Parents d'élèves que j'ai vraiment bien aimé, avec Vincent de Dienne et Camilla Jordana. Parents d'élèves, une petite comédie romantique très sympathique qui fonctionne surtout parce qu'il y a Vincent de Dienne qui est extraordinaire. J'adore cet acteur. Je l'ai découvert dans La Flamme et je l'ai trouvé à mourir de rire. Et là, dès que je le vois dans un film, il est trop bien. Franchement, je le trouve génial ce gars. Je regarde pas Quotidien, donc je sais qu'il vient de là-bas, mais je le connais pas. Mais vraiment très très bon, très très bonne révélation pour moi. Et Camilla Jordana, c'est aussi une actrice que j'aime énormément. Je la trouve vraiment très douée. Et tu vois, j'arrive à l'aimer à la fois dans Parents d'élèves où elle joue la rom-com très bien, la côté touchante, un peu la fille parfaite qu'on aimerait tous avoir, la girl next door parfaite. Et tu me diras, elle joue un peu le même rôle aussi, finalement, dans Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Et je trouve que c'est une actrice très charmante qui vraiment a réussi une très belle évolution, parce que j'étais pas convaincu totalement d'elle au départ, mais elle a quand même eu le César du meilleur espoir pour un film que je déteste, qui s'appelle Le Brio.
qu'elle a renié il y a pas longtemps, enfin elle a pas renié, mais elle a dit que le film en fait racontait un truc qu'elle aurait refusé aujourd'hui de faire. Enfin, bon, ça me fait marrer, parce que oui, en effet, le film raconte ça, mais bon, c'est bien d'évoluer et de se rendre compte de ce qu'on véhicule avec les films qu'on fait. Ah, j'ai vu Énorme, de Sophie Le Tourneur aussi. Très particulier comme film, un côté très abrupt dans sa mise en scène, très froid. Il y a un côté où on prend des comédiens et on les met dans des situations réelles avec des acteurs non professionnels et on essaie de capter une forme de vérité. Le truc, c'est que dans ces comédiens, il y a Jonathan Cohen qui fait du Jonathan Cohen, donc t'as l'impression d'être dans une comédie, mais au final, tu l'es pas vraiment. Donc ça raconte l'histoire d'un mec qui va plus ou moins faire tomber sa meuf enceinte sans lui dire, et voilà. Mais c'est très étrange, on a une Marina Foïs neurasthénique qui est ultra badante, quoi, tout le film, qui est molle, et son mec, qui est le mec qui prend tout en charge, qui en fait des caisses, qui est à côté. Et j'ai trouvé ça un peu étrange. Il y a de l'audace, il y a un vrai discours sur le couple aujourd'hui, sur les hommes, les femmes, la manière dont on gère ça, la charge mentale, enfin des trucs comme ça, mais il y a une espèce de pêle-mêle de choses où ça m'a un peu paumé. Je pense que ça aurait été une comédie pure juste, ça m'aurait peut-être plus plu. Là, j'ai été un peu paumé, et surtout, qu'est-ce que c'est moche. Qu'est-ce que ce film est laid. Il est affreux. C'est un film d'une laideur totale. Il y a Jonathan Cohen qui est nominé en meilleur acteur. Écoutez, je pense pas qu'il l'aura, mais c'est pas son meilleur rôle, mais il fait du Jonathan Cohen, donc c'est bien qu'un jour ce mec l'ait pour ce qu'il est, parce que de toute façon il joue toujours le même rôle. Mais bon, voilà, pas totalement convaincu par Énorme, mais à voir, surprenant, un film austère, très austère en termes de mise en scène et d'image, et même de son, hein, c'est dégueulasse quoi. Techniquement, c'est affreux. J'ai vu aussi Le Bonheur des uns. Alors, c'est un film avec deux couples d'amis. Donc, il y a François Damiens, Bérénice Bejo, Florence Foresti et Vincent Cassel. Donc, en fait, il y a Bérénice Bejo qui est vendeuse dans une galerie marchande. Et elle va écrire un bouquin, et elle va avoir du succès. Et sa meilleure amie, qui est jouée par Florence Foresti, va devenir un peu jalouse de son succès. La thématique est intéressante, donc c'est ce rapport à la jalousie qu'on peut avoir face à quand il arrive des choses très positives aux gens qu'on aime. Mais en fait, il y a Florence Foresti au milieu de ce film qui est dans un autre film que les trois autres. Très étrange. Vincent Cassel, j'ai trouvé très bon. Il disparaît totalement. J'ai l'impression d'avoir un gars que j'avais jamais vu avant. Mais alors, Florence Foresti, j'ai l'impression qu'elle joue une comédie burlesque par moment où elle en fait des caisses. Son personnage, il est absurde, mais il est hors sol, quoi. Alors que les autres sont plus ou moins terre à terre. Et par contre, t'as Bérénice Bejo qui est une espèce de planche qui juste fait des trucs bien et va se prendre plein de trucs dans la gueule et ne va jamais rien dire. Donc le sujet est bien, les acteurs sont inégaux, et globalement, bon, c'est sympatoche. C'est vraiment le film français un peu bobo, enfin pas bourgeois, un peu genre bourgeois, qui est pas inintéressant, qui se laisse regarder. Allez, qui se laisse regarder. J'ai vu les blagues de Toto, et les blagues de Toto, écoutez, c'est pas mal, franchement, c'est plutôt sympa. En comédie familiale pour enfants, ça passe très bien. Il y a en effet Toto qui fait des bonnes blagues, le scénario est plutôt bien foutu. L'univers est convenable. J'ai pas du tout trouvé ça nul à yesh, quoi. Dans ce que ça essaye d'être, c'est fait partie des bons dos, quoi, des bons films, et ça m'a plutôt plu. Voilà, j'ai pas de problème à dire que j'ai bien aimé les blagues de Toto. Je le reverrai avec mon enfant, de ces quatre. J'ai vu Mine de rien aussi. Alors Mine de rien, c'est justement pas drôle du tout, alors que tu penses que ça va être une vanne, enfin une comédie, et en fait c'est vraiment un film social. Donc vu que je m'attendais à rigoler un peu, j'ai été vraiment un peu plombé. C'est un peu naze, quoi. C'est juste un espèce de Ken Loach totalement sans âme. Du sous-Ken Loach, du sous Ken Loach, avec des acteurs qui viennent là pour avoir bonne conscience, j'ai l'impression. Donc voilà, globalement, j'ai pas du tout aimé Mine de rien, qui en plus part d'un concept vraiment de merde sur des gens qui vont faire d'une mine un parc d'attractions parce que leur mine ferme et ils sont tous au chômage. Enfin, voilà. Ça arrive pas du tout à avoir l'énergie que ça voudrait avoir. Et ça, c'est vraiment affreux. J'ai vu Mon cousin de Yann Kounen. Particulier, Mon cousin, quand même, parce que c'est réalisé par un mec qui, clairement, a du talent, sait faire des très belles images, a une mise en scène très élégante, il n'y a rien à dire. Mais c'est un scénario vu, revu, convenu. Voilà, vraiment sans surprise, où tu sais où ça va aller. Et donc, t'as un truc très dichotomique. Ça me fait penser un peu à Jurassic Park Fallen Kingdom, tu vois, Jurassic World. Où tu vois, la réal est très bonne, mais le scénario est nul à yesh. Et donc, en final, tu te rends compte que des deux, c'est quand même le scénario qui prime, quoi. Et donc, si tu t'emmerdes parce que le film est attendu et pas très intéressant, et pas très surprenant, et sur des rails, t'as beau avoir un réal qui te fait des très beaux plans, avec une gestion de l'espace assez impressionnante, et des séquences avec des effets spéciaux même qui sont très bien faites, dans un film où tu t'y attends pas, ça fait pas un bon film pour autant. J'ai vu Police de Anne Fontaine, avec Omar Sy et Virginie Efira,
Et ça m'a fait supra chier. Voilà. Alors que c'est dommage parce que ça part sur de bonnes bases, honnêtement. C'est un film qui est très bien filmé, il y a vraiment une élégance de mise en scène ultra forte. L'image est très belle. Il y a une tentative de narration intéressante où on a plusieurs points de vue et bon, pourquoi pas. Et au final, tu pars au bout de passer d'une demi-heure, t'es dans un tunnel interminable sur un choix cornélien d'un truc qui finalement t'intéresse pas. Ouais, ça m'a vraiment fait chier. Alors dommage parce que ça partait vraiment, je me suis dit ça va être trop bien. Et au bout d'une demi-heure, ça s'effondre et ça devient mais juste interminable et inintéressant et ça force de fou sur un truc où franchement il y a aucune raison que les persos soient investis dans ce qu'ils essayent de défendre. Enfin, voilà, ça parle de trois policiers qui doivent ramener un mec dans un avion. Et j'ai vraiment pas du tout adhéré. J'ai vu Selfie, qui est un espèce de film à sketch, où en fait on va suivre plusieurs sketchs, et ils sont tous plus ou moins reliés d'une manière ou d'une autre, sur la technologie. Donc t'as une famille avec la mère qui devient influenceuse, parce que un de ses enfants est malade. T'as un mec qui se met à vouloir monter une note sur un site de rencontre pour obtenir un rendez-vous avec une fille en particulier qu'il essaie absolument d'avoir. Enfin, et après, il veut faire baisser sa note. Enfin, un peu ce délire-là. T'as des gens qui sont sur une île avec... ils captent pas et ils sont sur un mariage. Et au même moment, il y a un gros leak qui les révèle tous les textos qu'on a tous toujours envoyés. Enfin, un truc un peu comme ça. Et je sais plus quel autre sketch il y a. Bon, il y a des trucs rigolos, des trucs pas rigolos, c'est pas très bien fait. Enfin, globalement, c'est un peu inégal. Il y a une meuf aussi, voilà, il y a un humoriste qui a un rapport avec une humoriste et une meuf qui lui répond dans les commentaires, une Instagrammeuse. Enfin, c'est pas dingo. C'est pas dingo. C'est un peu vioc, quoi. T'as l'impression d'avoir des... Je sais pas pourquoi, t'as l'impression d'avoir un truc un peu démodé qui essaie de parler de nouvelles technologies, ça fonctionne pas terrible. Et il y a rien de dingue, quoi. Il y a rien de très drôle. Il y a un sketch sur l'algorithme avec Manu Payet qui est plutôt rigolo. Celui-là, il m'a plutôt plu. Mais le reste, vraiment pas dingue. J'ai vu Tapé Chaud, qui est un espèce de teen movie à la française. Écoute, franchement, ça se laisse regarder, quoi. Non, mais c'est vrai, ça se laisse regarder, c'est pas très bien joué. C'est un peu... c'est pas fou, mais ça se laisse regarder. Après, je m'en souviens plus si bien que ça, déjà. Et j'aime bien les teen movies, globalement. Après, oui, c'est un peu cousu de fil blanc. Les perchos arrivent pas à tous exister tout le long. Mais bon, c'est pas déshonorant, quoi. J'ai regardé ça sans trop m'ennuyer, et avec un tout petit peu de tendresse, malgré le fait que ce soit particulièrement mal joué. Mais alors, particulièrement mal joué. Et j'ai vu aussi un film qui m'a énormément déçu, qui s'appelle Une sirène à Paris. Extrêmement déçu. Oh là là, on est sur un conte, donc c'est par le mec qui faisait Dionysos, le groupe de musique. Et on est donc vraiment sur un espèce de conte féerique, sur un mec qui trouve une sirène et qui va la soigner. Et c'est tellement de cheapo, c'est-à-dire qu'en fait c'est horrible d'avoir ces films qui essayent d'être un peu atypiques, qui te créent un univers un peu fantasmagorique dans Paris. Enfin, il y a tout pour que tu te dises, ah putain, c'est normalement, je devrais aimer ce genre de film. Il y a un peu un côté Amélie Poulain, enfin voilà, de réussir à te créer un côté poétique, un quotidien poétique. Mais le problème c'est qu'en fait t'as que le personnage principal et son univers qui est poétique, et tout le reste c'est normal, quoi. Donc ça crée un univers où honnêtement j'arrive pas du tout à rentrer dedans. Il y a un côté très problématique où tout est normal sauf un élément qui est jamais questionné, qui est un peu loufoque, un peu fantaisiste, et qui, tu vois, voilà, enfin t'enchaînes. Et donc j'arrive pas à me situer, en plus du fait que le film se passe 80% dans un appartement au final. Donc ça fait un peu cheapo, tu sens qu'ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Et encore une fois, l'histoire est très convenue, malgré le côté poétique de la chose, un peu conte, fable, je sais pas trop. Bah voilà, c'est un peu décevant et finalement je me suis relativement ennuyé alors que j'espérais que ce soit un peu bien, malgré, voilà, il y a quand même des volontés de créer des personnages forts, il y a des lieux assez atypiques, il y a un univers qui est véhiculé par tout ça, mais ça fonctionne pas très bien pour moi. C'est même carrément une grosse déception, ouais, on va dire ce qui est. Ouais. Donc écoutez, bah voilà, c'est tout pour mon année 2020 au cinéma français. C'est après tous les films que j'ai vus. J'en ai peut-être vu d'autres, j'ai peut-être un peu oublié. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Sens Critique, Critique Zoltan ou Critique de Zoltan, je sais plus, où je note tous les films que je vois. Comme ça, bah, si vous voulez un peu savoir ce que je regarde, vous aurez la liste. Bah voilà, c'est tout. Ça me fait plaisir de parler un peu de cinéma français. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de cinéma français, donc j'en profite pour vous faire un petit passage en revue de cette année qui était une année encore intéressante. Moins de films de genre que les années précédentes,
mais des films assez réjouissants. Et on est sur un bon cru. L'année 2020 est quand même un cru intéressant, avec peu de films, mais des films qui vraiment valaient le coup. Et je trouve que la course au César va être assez intéressante. Et honnêtement, bah, ça me ferait plaisir que Mouret rafle la mise. Mais Antoinette dans les Cévennes me va aussi. Voilà, c'est un peu mes deux poulains. Les autres moins fans, même si, encore une fois, ça reste des films qui sont très bien faits et intéressants. Donc, on n'a pas à être défaitiste sur notre capacité à faire des films en France. Franchement, on peut être fier de notre cinéma sur une année comme celle-ci. Même avec les emmerdes qu'on a eues, enfin que les salles ont eues, tout ça, on a quand même réussi à proposer des films franchement très bons. Et donc, je suis confiant pour le reste et la suite du cinéma français. Et je leur donne tout mon soutien et j'espère que les salles réouvriront très vite et qu'on pourra de nouveau aller voir tous ces films en salle et soutenir voilà, le cinéma et nous replonger dans cette passion commune qu'on peut avoir pour la salle. Même si bah, pour le moment ça devient compliqué, vraiment, ça fait mal, ça fait mal. Écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bonne toile!